Avez-vous déjà remarqué que ce qui vous protégeait autrefois vous pèse désormais? Ce visage fort, docile et sans problème que vous affichez semble chaque jour plus lourd. Alors que tout le monde vous croit en pleine forme, une lassitude indescriptible grandit en vous. Et peut être que la vérité que personne n'ose dire à voix haute est la suivante. Ce masque ne vous protège pas, il vous efface lentement. Selon Carl Jung, l'âme, à un certain stade, refuse de feindre. Si vous sentez quelque chose se défaire en vous ces derniers temps, même en l'absence de problèmes apparents, ce n'est pas une faiblesse. C'est la vérité qui frappe à votre porte. Et ce que nous allons vous révéler expliquera pourquoi vous ne pouvez plus porter ce fardeau. Selon Carl Jung, un être humain ne naît pas nu. Dès l'enfance, il commence à se façonner selon les attentes de son environnement. Si l'on attend de vous le silence, vous le devenez. Si l'on attend de vous que vous soyez fort, vous apprenez à paraître fort. Pour être accepté, pour éviter l'exclusion, pour être aimé, on se construit un visage. Jung appelle ce visage une persona. La persona est le pont entre nous et la société. C'est un outil fonctionnel qui nous permet d'exister en société. Ce masque est initialement un mécanisme de défense. On vit dans un monde où l'on ne se sent pas suffisamment en sécurité pour se révéler pleinement. C'est pourquoi la persona est nécessaire. Au travail, en famille, dans les relations, dans la foule, nous survivons grâce à ce masque. Le problème n'est pas l'existence du masque en soi. Selon Jung, le véritable danger survient lorsqu'une personne s'identifie à ce masque. Lorsque la persona commence à être perçue comme la totalité du soi, une rupture intérieure se produit. La personne ne vit plus selon qui elle est, mais selon l'image qu'elle doit projeter. Ses réactions au cours de la journée, les mots qu'elle choisit, les émotions qu'elle refoule, tout cela sert ce rôle. Au bout d'un moment, le monde intérieur se tait. Les désirs sont relégués au second plan. La fatigue est ignorée, car le masque ne doit pas tomber. Il faut continuer à paraître fort. Il faut persister dans la soumission. Il est essentiel de ne pas perturber le rôle de la personne sans problème. Jung souligne ici un point crucial. Plus le personnage est soigné, plus le véritable moi reste dans l'ombre. La personne ne réalise pas qu'elle commence à s'aliéner d'elle-même, car ce processus se déroule silencieusement. De l'extérieur, tout semble aller bien. La vie paraît ordonnée. Les responsabilités sont assumées. On est apprécié. Mais la réalité est tout autre dans le monde intérieur. Les émotions refoulées s'accumulent. Les non-dits restent enfouis. Les ressentiments inavoués s'enracinent. Et souvent, la personne n'y comprend rien. Elle ressent seulement « il y a un poids en moi ». À mesure que le personnage s'alourdit, la personne vit constamment sur ses gardes, pour éviter de dire une bêtise, pour éviter de paraître faible, pour éviter de perdre le contrôle. Cet état de contrôle finit par devenir une habitude. Selon Jung, à ce stade, la personne ne vit plus, elle gouverne. Elle se gouverne elle-même. Elle gouverne ses émotions. Elle gouverne ses réactions. Mais cette gouvernance n'est pas une démonstration de force, mais un mécanisme de défense, car le vrai soi ne trouve pas d'espace pour s'exprimer. À mesure que la distance entre le monde intérieur et le monde extérieur s'accroît, l'âme commence à se lasser. Cette lassitude n'est pas ordinaire. Elle ne disparaît pas avec le repos physique, les vacances ne la résolvent pas. La distraction ne peut la supprimer, car sa source ne réside pas dans les conditions extérieures, mais dans une division intérieure. Selon Jung, le persona a désormais dépassé sa fonction et est devenu un fardeau. À ce stade, la personne se dit inconsciemment « je dois être ainsi ». Mais cette nécessité est contraire à la nature de l'âme. L'âme ne peut vivre longtemps en jouant un rôle. Tôt ou tard, elle envoie un signal d'alarme, un sentiment d'absurdité, un vide intérieur. Lorsque le persona commence à se fissurer, le vrai soi tente de se faire entendre. Cette voix est d'abord confuse, elle est dérangeante, elle est vague. On essaie souvent de la faire taire, on s'adapte davantage, on contrôle davantage, on réprime davantage. Mais cet effort n'allège pas le fardeau, cela alourdit encore le masque. Ce poids n'est pas une erreur, ni un échec. Selon Jung, c'est le signe qu'on est au seuil d'une transformation intérieure. Le personnage approche de la fin de sa mission, et l'âme murmure en silence qu'elle ne veut plus rien porter. Lorsque la personnalité fonctionne parfaitement pendant longtemps, tout semble aller pour le mieux de l'extérieur. La personne assume ses responsabilités, répond aux attentes et joue à la perfection les rôles que la vie exige. Mais selon Jung, c'est précisément là que le problème commence. Car à mesure que la personnalité se renforce, le monde intérieur de la personne se retire. Ce retrait n'est pas soudain, il ne se produit pas bruyamment. Il est silencieux, il progresse insidieusement. Et son premier signe est la fatigue.
Mais cette fatigue n'est pas de celle qui disparaît avec le sommeil. Elle se ressent non pas dans le corps, mais dans l'esprit. La personne se réveille le matin avec une lourdeur qu'elle ne parvient pas à expliquer. Elle se sent épuisée avant même que la journée ne commence. Elle fait ce qu'elle a à faire, dit ce qu'elle a à dire, sourit quand il le faut. Tout est à sa place. Mais il manque quelque chose à l'intérieur. Jung définit cela comme un vide intérieur. Bien que la personne paraisse active dans la vie, son lien avec elle-même s'est affaibli. Les expériences n'ont plus de sens. Le succès n'est plus satisfaisant. La gratitude est éphémère. Car ce qui est nourri, c'est le personnage, et ce qui est négligé, c'est le soi. Ce vide est souvent mal interprété. On pense qu'il provient de facteurs extérieurs. On croit qu'il disparaîtra avec plus de repos. On pense qu'un changement d'environnement apportera le soulagement. On espère qu'en se fixant de nouveaux objectifs, on retrouvera son enthousiasme d'antan. Mais selon Jung, la source de ce vide n'est pas le monde extérieur. C'est la conséquence naturelle d'une division intérieure. Le vrai soi a été longtemps refoulé et ne se tait plus. Ce sentiment de vide est le moyen qu'utilise l'âme pour attirer l'attention. À mesure que la fatigue s'intensifie, on se surmène. On tente de rester fort. On tente d'être résilient, car la chute du masque paraît dangereuse. À ce stade, on s'enseigne inconsciemment « si je m'arrête, je m'effondrerai ». Cette croyance est alimentée par le personnage. Or, selon Jung, il y a là une grave méprise. On ne s'effondre pas parce qu'on s'arrête, mais parce qu'on n'arrive jamais à s'arrêter. S'adapter constamment, gérer et contrôler, sans cesse épuise le monde intérieur. Cet épuisement se manifeste parfois par de l'agitation, parfois par une tension diffuse, parfois par une indifférence totale. La personne se demande alors « Pourquoi ne me sens-je plus comme avant ?» Jung affirme que cette question est précieuse, car elle ouvre la voie au processus d'individuation. Ce sentiment de vide n'indique pas un problème, mais plutôt un besoin de changement. Souvent, on refoule cet appel. On s'active toujours plus, on produit davantage, on donne plus. Car se tourner vers l'intérieur est effrayant. Entrer en contact avec son monde intérieur implique de l'incertitude. Selon Jung, c'est précisément là que le moi intervient et murmure « Tu dois continuer ainsi ». Ce murmure semble maintenir la personne en vie, mais en réalité, il alourdit le fardeau. La fatigue devient chronique, le vide s'approfondit, et la personne commence à avoir l'impression d'exister dans la vie sans y appartenir. Nombreux sont ceux qui, parvenus à ce stade, confondent ces sentiments avec de la faiblesse. Ils s'en veulent, se croient trop faibles. Jung, cependant, affirme le contraire. Cette fatigue n'est pas un effondrement, mais un signal. L'âme ne souhaite plus porter une vie façonnée uniquement par les attentes extérieures. Ce vide est le prélude à une plénitude nouvelle. La persona se fissure pour la première fois, et cette fissure est la première ouverture par laquelle la lumière peut filtrer. Si ce que je viens de décrire vous parle, il est important de le reconnaître plutôt que de le refouler. Car, selon Jung, cette reconnaissance est le point de départ de la transformation. La première fissure est toujours inconfortable, mais ce malaise annonce le retour à soi. L'une des expériences les plus fréquentes à ce stade est l'aliénation. On a l'impression d'observer sa propre vie de loin. On parle, mais les mots ne semblent pas être les siens. On rit, mais un vide se cache derrière ce rire. Selon Jung, cela signifie que le moi se retire de la scène. La persona est toujours active, le rôle persiste, mais l'âme n'est plus au centre de ce jeu. C'est précisément pourquoi une personne ne peut être satisfaite malgré tous ses efforts. Car ses actions ne découlent pas de son être profond, mais de son identité habituelle. La personne réalise qu'elle ne peut plus continuer ainsi. Cette prise de conscience ne se manifeste pas par une phrase explicite, mais plutôt comme un sentiment. Au fond d'elle, elle se dit « Vivre ainsi devient insupportable ». Selon Jung, cette phrase marque le seuil du chemin vers l'individuation. La personnalité est remise en question pour la première fois. Le vide n'est plus une menace, mais un passage. Et la personne, même inconsciemment, a fait son premier pas vers elle-même. Selon Carl Jung, l'aspect le plus difficile à accepter chez une personne est son ombre. L'ombre est la somme de tous les aspects refoulés, rejetés et indésirables. Les sentiments, les pensées et les pulsions jugées inadaptées à la société s'y accumulent. Colère, jalousie, ressentiment, soif de pouvoir, blessures émotionnelles, on les enfouit dans l'inconscient en se disant « je ne suis pas comme ça ». Plus la personnalité se perfectionne et devient acceptable, plus l'ombre s'intensifie. Car plus l'apparence extérieure est lisse, plus le contenu refoulé est important. L'ombre n'est pas mauvaise en soi.
Jung insiste particulièrement sur ce point. L'ombre n'est pas le côté obscur d'une personne, mais son côté inconnu. Le problème n'est pas son existence, mais son déni. Chaque émotion refoulée, chaque pulsion, chaque souvenir ne reste pas passivement dans l'inconscient. L'énergie s'y accumule, et un jour, cette énergie remonte à la surface de façon incontrôlable. À ce moment-là, la personne adopte des comportements qui lui sont étrangers. Elle dit des choses qu'elle ne dirait pas en temps normal. Elle réagit d'une manière inhabituelle. Alors, stupéfait, il se demande « Est-ce moi ?» Selon Jung, ces moments ne sont pas des erreurs. Ce sont des moments où l'ombre se révèle. Lorsqu'une personne ne reconnaît pas sa propre ombre, elle la projette sur le monde extérieur. Cette projection est appelée projection. L'individu voit sa propre colère refoulée chez les autres. Il projette ses propres faiblesses inconscientes sur autrui. C'est pourquoi certaines personnes nous agacent outre mesure. Certains événements suscitent des réactions disproportionnées. Le véritable fardeau n'est pas l'événement lui-même. Le fardeau, c'est l'ombre intérieure, inconscient. L'ombre s'alourdit à mesure qu'on la porte, car la répression exige de l'énergie. Elle requiert une vigilance constante. La personne se sent obligée de se contrôler. Cet état de contrôle, avec le temps, se transforme en tension intérieure. Selon Jung, à ce stade, la personne n'est pas libre, car son comportement ne découle pas d'un choix conscient, mais de la pression du contenu refoulé. Elle réagit, elle se défend, elle attaque, elle fuit. Mais rien de tout cela n'est un choix conscient. L'ombre est aux commandes. Souvent, on cherche la source de ce fardeau au mauvais endroit. On blâme la vie, les autres, le passé. Jung, pourtant, souligne « Ce qui vous épuise le plus, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais l'impact intérieur de ces expériences. Lorsque l'ombre passe inaperçue, elle agit comme une fatalité. Les mêmes cycles se répètent, les mêmes relations se succèdent, les mêmes déceptions ressurgissent. On trouve toujours une explication différente, mais le mécanisme fondamental demeure inchangé. Affronter son ombre est terrifiant, car on se heurte à des vérités déplaisantes sur soi-même. On découvre ses faiblesses, sa fragilité, ses désirs refoulés. Selon Jung, cette confrontation exige du courage. Sans ce courage, l'individuation est impossible. Quand l'ombre n'est pas acceptée, on ne peut atteindre la plénitude. On est constamment contraint de dissimuler une part de soi-même, ce qui crée un fardeau spirituel, un fardeau insupportable. L'ombre s'alourdit lorsqu'on la rejette et s'allège lorsqu'on la reconnaît. L'une des vérités les plus frappantes énoncées par Jung est la suivante. Tant qu'une personne n'a pas pris conscience de son ombre, elle la vit comme une fatalité. Ce sentiment de fatalité engendre un sentiment d'impuissance, comme si les événements lui échappaient, comme si les mêmes choses se répétaient sans cesse. Or, ce qui semble incontrôlable, c'est l'inconscient. Travailler avec son ombre ne consiste pas à la détruire. Jung le précise. Le but n'est pas d'éclairer l'obscurité, mais de voir ce qui s'y cache. Accepter son ombre ne rend pas la personne vulnérable, mais la fortifie, car elle reconnaît alors l'énergie qui la sabote. Au lieu de réagir, elle peut s'arrêter, observer, choisir. C'est à ce moment précis que le fardeau devient insupportable. L'ombre, ramenée à la conscience, devient non plus l'ennemi, mais le guide. Pour celui qui a atteint ce stade, ce qui est décrit peut paraître lourd. C'est naturel. Selon Jung, le contact avec son ombre est déstabilisant. Mais ce choc n'est pas destructeur. C'est une étape nécessaire sur le chemin de la plénitude intérieure. L'ombre est maintenant à la porte. Elle aspire à être vue. Se confronter à son ombre est l'une des démarches les plus courageuses qu'une personne puisse entreprendre envers elle-même. La personne qui entre en contact avec son ombre éprouve d'abord une résistance. Cette résistance ne signifie pas qu'elle a mal agi. Selon Jung, la résistance est un réflexe d'autoconservation de la conscience, car l'ombre renferme les émotions et les vérités que la personne fuit depuis des années. C'est pourquoi elle nie parfois, minimise parfois, et pense parfois que ce qui est décrit ne la concerne pas. À mesure que l'ombre s'alourdit, la première réaction est de chercher à contrôler. On tente de réguler ses émotions, de réprimer ses réactions, de se maintenir à flot pour éviter de paraître faible. Selon Carl Jung, il s'agit d'un mécanisme de défense compréhensible. Face à l'incertitude grandissante, on cherche à instaurer un ordre extérieur. Le contrôle procure un sentiment de sécurité, créant l'illusion que tout est maîtrisable. Mais ce sentiment a un prix, car le contrôle relève davantage d'un réflexe de peur que d'un choix conscient. À ce stade, on croit « si je suis assez prudent, je ne m'effondrerai pas. Si je me retiens suffisamment, je ne craquerai pas. Si je planifie tout, je ne serai pas blessé. » Jung qualifie ce mode de pensée d'illusion de contrôle.
Il n'a rien à voir avec une force réelle. Au contraire, c'est une fine carapace masquant une fragilité intérieure. Cette carapace semble fonctionner au début. On se maintient à flot, on continue à fonctionner. Mais à mesure qu'elle s'épaissit, la marge de manœuvre se réduit. Les émotions s'étouffent, le moi est confiné dans un cadre étroit. Plus le contrôle s'accroît, plus les réactions s'exacerbent. On réagit fortement à de petits stimuli, car le contenu refoulé cherche à ressurgir à la moindre occasion. Selon Jung, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui sont décisifs, mais le contenu refoulé qu'ils déclenchent intérieurement. C'est pourquoi certains mots blessent de façon inattendue et certaines actions provoquent une colère excessive. Même lorsqu'une personne se croit calme, son monde intérieur est en état d'alerte. Cet état d'alerte est insoutenable. Jung affirme qu'on ne peut pas vivre en se retenant constamment. À un moment donné, un point de rupture est atteint. Ce moment n'est pas toujours dramatique, il ne se manifeste pas forcément par une crise majeure. Parfois, c'est un effondrement silencieux. On se réveille un matin avec cette pensée « Je ne peux plus continuer comme ça ». Cette phrase n'est pas prononcée à voix haute, mais résonne en nous. Cet écho révèle que l'illusion de contrôle commence à se fissurer. Le point de rupture est terrifiant, car on a le sentiment d'avoir perdu l'identité à laquelle on était habitué. Selon Jung, il ne s'agit pas de la dissolution du moi, mais du début de sa restructuration. À mesure que le contrôle se relâche, les émotions refoulées deviennent visibles. Cette visibilité est déstabilisante. La personne ressent de la tristesse, de la colère et prend conscience de sa souffrance. Mais cette prise de conscience est réelle pour la première fois. Les mécanismes de défense automatique ne sont plus actifs. Le masque est tombé. À ce stade, beaucoup souhaitent revenir à l'ordre antérieur. L'individu tente de retrouver son calme et de rétablir les mêmes schémas de contrôle. Jung explique que cet effort est compréhensible, mais souligne qu'il n'est pas transformateur. Car le moment de la rupture est une invitation, un appel du monde intérieur. Il faut l'écouter attentivement. Si cet appel est étouffé, la rupture revient avec plus de force, car l'inconscient aspire à se faire entendre. Le plus important, au moment de la rupture, est de s'arrêter, de ne pas réagir, de ne pas chercher immédiatement une solution. Selon Jung, cette attitude n'est pas de la passivité, mais de l'observation. Pour la première fois, la personne a l'opportunité de se regarder avec du recul. Ils observent les situations qui les déclenchent. Ils prennent conscience des émotions qu'ils évitent. Ils commencent à discerner les rôles qu'ils jouent automatiquement. Cette prise de conscience est le premier pas vers la conscience, le contrôle cédant la place à la pleine conscience. Lorsque l'illusion du contrôle se brise, la personne ne se sent pas plus faible. Au contraire, elle se sent plus authentique, car elle ne dépense plus son énergie à refouler ses émotions. Elle n'hésite plus à accepter sa vulnérabilité. Selon Jung, le véritable pouvoir prend racine ici. Le pouvoir ne consiste pas à tout contrôler. Le pouvoir, c'est être capable de voir ce qui se passe et d'y répondre consciemment. Le moment de la rupture n'est pas une fin, c'est un seuil. Une période où les anciens mécanismes de défense sont inefficaces et où un nouvel ordre intérieur n'est pas encore établi. Jung considère cette période comme précieuse car l'individuation s'épanouit dans ce vide. À mesure que le contrôle est abandonné, la conscience s'approfondit. À mesure que la conscience s'approfondit, le champ des choix s'élargit. Pour la première fois, la personne fait l'expérience suivante. Je n'ai pas à réagir, je peux choisir. Le contrôle ne produit pas la sécurité, il produit la conscience. Et la conscience ramène la personne à son centre. C'est au moment de la rupture que cet appel se fait entendre le plus clairement. Celui qui parvient à s'arrêter là ne peut plus continuer à vivre comme avant, car un nouvel ordre commence à s'instaurer en lui. Le plus difficile à ce stade, c'est l'incertitude. À mesure que le contrôle se dissout, l'absence de repères engendre un malaise profond. Selon Jung, ce malaise est inévitable, car l'incertitude est le vide naturel qui se forme entre la dissolution de l'ancienne identité et l'émergence du nouveau soi. En demeurant dans ce vide, les réactions automatiques ralentissent, les mécanismes de défense habituels se désactivent et, pour la première fois, la personne fait l'expérience d'exister en dehors des schémas qui la définissent. Lorsque le contrôle se relâche et qu'une rupture survient, une personne se retrouve dans un état de vulnérabilité inhabituel. Cette vulnérabilité est d'abord effrayante, car le personnage n'est plus aussi puissant qu'auparavant. Selon Jung, l'individuation commence précisément à ce moment-là. L'individuation n'est pas le retrait forcé du masque, mais la perte naturelle de sa fonction. La personne réalise qu'elle ne peut plus survivre en jouant un rôle. Cette prise de conscience n'est pas un échec, mais un signe de maturité. Le personnage a rempli sa fonction jusqu'à présent.
mais il ne peut plus représenter la totalité du soi. Jung définit l'individuation comme un cheminement vers son propre centre. Le but de ce cheminement n'est pas la perfection, mais la plénitude. Le personnage, l'ombre, les attitudes conscientes et les aspects refoulés commencent à se rejoindre. La personne ne se définit plus par une identité unique. Elle accepte d'être à la fois forte et fragile. Elle voit qu'elle est à la fois rationnelle et émotionnelle. Cette acceptation ne l'affaiblit pas. Au contraire, elle réduit les conflits intérieurs. Car il n'y a plus de faction rivale en soi, seulement des parties reconnaissables. La chute du masque passe souvent inaperçue de l'extérieur. La personne peut devenir plus calme, plus sélective et moins réactive. Selon Jung, ce retrait n'est pas une fuite, mais un rétablissement de l'ordre intérieur. L'individu ne gaspille plus son énergie pour tout le monde, ni pour chaque situation. Au lieu de réagir, il observe. Au lieu de parler, il écoute. Ce silence n'est pas le vide, mais un retour au centre. Dans le processus d'individuation, le changement le plus important s'opère dans les relations, car les liens formés avec le personnage peuvent perdre leur harmonie lorsque le vrai soi émerge. Selon Jung, c'est inévitable. À mesure qu'une personne se connecte à elle-même, sa façon d'entrer en relation avec les autres change également. Certaines relations s'approfondissent, d'autres se dissolvent naturellement. Cette dissolution peut être douloureuse, mais cette douleur n'est pas celle de l'abandon de soi, mais le prix à payer pour se reconnecter à soi-même. À ce stade, l'individu n'a plus besoin d'approbation. L'appréciation perd de sa valeur, car le sentiment de valeur commence à provenir de l'intérieur. Jung établit une distinction très claire à ce sujet. L'approbation extérieure soulage temporairement l'ego. L'intégrité intérieure, en revanche, crée un équilibre durable. La personne individualisée ne s'attend pas à être comprise de tous. Elle accepte que l'incompréhension fasse aussi partie de la vie. Cette acceptation ne l'isole pas. Au contraire, elle crée une base plus authentique dans les relations. Lorsque le masque tombe, le langage d'une personne change. Elle explique moins. Elle se défend moins. Elle cherche moins à faire ses preuves, car elle n'a plus besoin de prouver qui elle est. Selon Jung, cet état correspond à l'établissement de l'autorité intérieure. La personne fait confiance à sa propre expérience. Elle ne minimise pas ses propres sentiments. Elle reconnaît ses propres limites. Ces limites ne sont pas rigides. Elles sont flexibles, mais néanmoins claires. Une erreur fréquente dans le processus d'individuation est de confondre cet état avec un état de paix constant. Jung affirme que ce n'est pas le cas. Ce cheminement est semé d'embûches. Parfois, l'ancienne personnalité souhaite revenir. Les habitudes ressurgissent. Mais désormais, la conscience est présente. La personne comprend ce qu'elle vit. Cette compréhension lui évite de se perdre, car elle dispose désormais d'une boussole intérieure. Avec la chute du masque, elle commence à envisager la vie sous un angle plus simple. Les exagérations diminuent, la dramatisation s'estompe. Selon Jung, cette simplification est la libération de l'âme de ses fardeaux. La personne ne se sent plus obligée de tout porter. Elle n'a plus à plaire à tout le monde. Elle ne cherche plus à contrôler chaque situation. Cette légèreté n'est pas un soulagement superficiel. Elle est le fruit d'une harmonie intérieure. L'individuation n'est pas un but atteint, c'est un processus continu. Jung insiste particulièrement sur ce point. On a parfois besoin d'un masque. Les rôles sociaux ne disparaissent pas complètement, mais l'identification à ces rôles n'existe plus. Le personnage est un outil, le soi est le centre. Lorsque cette distinction est faite, le masque cesse d'être un fardeau insupportable. Il devient un visage que l'on peut porter quand il le faut et abandonner quand c'est nécessaire. Se défaire du masque n'est pas une perte, mais un gain. On ne s'abaisse pas, on se rapproche de soi-même. Selon Jung, la véritable maturité n'est non pas d'un moi fragmenté, mais d'un moi intégré. Et cette plénitude transforme profondément le rapport d'une personne à la vie. Lorsque le masque tombe et que le processus d'individuation s'approfondit, la relation entre une personne et le monde extérieur se transforme fondamentalement. Ce changement est discret, sans ostentation. Selon Jung, le véritable pouvoir ne se manifeste jamais par les cris. Il est silencieux, dans un état de calme et de centralité. La personne ne ressent plus le besoin de se défendre constamment, ni l'obligation de réagir à chaque situation. La capacité à garder le silence sans réagir est le premier signe de ce pouvoir, car la réaction est souvent le fruit d'une tension intérieure. Le silence, au contraire, est l'expression d'un équilibre intérieur. Jung affirme que la personne qui atteint ce stade aborde la vie avec une distance différente. Elle n'est ni totalement repliée sur elle-même, ni totalement absorbée par tout. Elle est consciente de ses propres limites, sait jusqu'où elle peut aller et où elle peut s'arrêter.
Ces limites ne sont pas rigides. Elles ne sont pas des murs, mais elles sont claires. La personne n'est plus emportée par les attentes d'autrui, car elle puise sa direction en elle-même et non à l'extérieur. Ce sens de l'orientation intérieure est l'un des fruits les plus mûrs de l'individuation. La force silencieuse est souvent mal comprise. Certains la confondent avec de la froideur, d'autres avec de la distance. Selon Jung, ces malentendus sont inévitables, car la force silencieuse perturbe la dynamique relationnelle conventionnelle. La personne qui donne, gère et s'adapte constamment ne joue plus automatiquement ses rôles, créant ainsi un vide. Chacun comble ce vide avec ses propres perceptions. Mais la personne individualisée ne s'accroche pas à ses interprétations et ne place plus le besoin de compréhension au centre de ses préoccupations. À ce stade, un changement significatif s'opère dans son monde intérieur. Le sentiment de valeur personnelle se détache de la validation extérieure. Être apprécié peut toujours être agréable, mais il n'y a plus de dépendance à cette validation. Selon Jung, c'est l'établissement de l'autorité intérieure. La personne fait confiance à sa propre expérience et n'invalide pas ses propres sentiments. Elle les intègre pleinement. Cette perspective holistique allège son fardeau, car elle ne ressent plus le besoin de se justifier constamment. Le pouvoir silencieux mais réel est aussi lié à la capacité d'être seul. Jung affirme que la solitude n'est pas à éviter. Elle accompagne naturellement l'individuation. Lorsqu'une personne est seule avec elle-même, elle entend plus clairement sa voix intérieure. Selon Carl Jung, la personne individuée agit non par obligation, mais par choix véritable. Ces choix peuvent parfois paraître lents vus de l'extérieur. Mais cette lenteur n'est pas de l'hésitation. Elle est le fruit d'une clarté intérieure. Quand une personne sent quelle est sa voie, la vitesse devient secondaire. Car ce qui compte, ce n'est pas la rapidité, mais la direction. Le signe le plus évident de cette force silencieuse mais véritable est l'absence de conflit intérieur. Quand il n'y a plus de part refoulée en soi, il n'y a plus d'identité à défendre. Selon Jung, c'est l'état de repos de l'âme. On continue à rencontrer des difficultés, à être mis à l'épreuve, à souffrir. Mais ces expériences ne déchirent plus la personne. Son équilibre est préservé. Et lorsque ce centre demeure intact, malgré les fluctuations du monde extérieur, la personne se connecte à la vie avec une force silencieuse mais inébranlable. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.